Je vais essayer de faire cette présentation sur un format court, donc je vais délibérément passer assez vite sur, sur la partie régionale et la partie méthodologique, mais on pourra y revenir plus tard. C'est vraiment pour pouvoir tenir un format de 30 minutes et permettre l'échange si vous le souhaitez. Donc, dans la présentation, il est prévu traditionnellement une présentation du calendrier de travail et de la méthodologie, sachant que la méthodologie elle est ultra structurante sur ce PRS3. C'est une édition un peu nouvelle, un peu différente, qui se veut extrêmement ambitieuse. Le directeur général de l'ARS a vraiment souhaité travailler sur la remontée des besoins territoriaux, partant des territoires, et ensuite travailler sur des schémas départementaux qui priorisent vraiment les besoins identifiés par les acteurs eux-mêmes. Il y a donc un renversement de la méthode par rapport aux méthodologies habituelles qui ont été travaillées lors du PRS1 et du PRS2. Mais je ne vais pas trop creuser, vous comprendrez au fur et à mesure. En tout cas, sachez qu'il y a vraiment eu des consultations menées tambour battant, en tout cas sur le département des Hautes-Pyrénées, très actives, qui ont vraiment permis de remonter les besoins de territoire grâce au CTS, qui s'est réuni à plusieurs reprises pour travailler sur ces besoins, identifier des défis prioritaires dans une sorte de grosse boîte à outils qui avait été de défis prioritaires régionaux qui étaient proposés, et ensuite la déclinaison en objectifs opérationnels. Le CTS, Conseil territorial de santé, a également travaillé autorisation par autorisation pour pouvoir adapter les cibles qui sont renseignées dans ce schéma pour qu'elles correspondent au projet du territoire. Donc le projet régional de santé, c'est un document juridique opposable, assez cadré réglementairement parlant, pluriannuel. Il contient 3 composantes, le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, le PRAPS. Le schéma régional de santé, c'est celui qu'on connaît le plus tous, puisque c'est celui qui cadre les autorisations de soins et qui définit les parcours au niveau régional et les grandes orientations de soins sur la région. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une innovation sur cette édition Occitanie 2023, c'est que le directeur général de l'ARS a souhaité une partie régionale du schéma régional de santé et des schémas départementaux. Bon, voilà, les travaux qui se sont déroulés sur quasiment 2 ans, avec énormément de travaux méthodologiques, avec statistiques, des travaux d'évaluation, des travaux de consultation, concertation, construction ensuite et rédaction en ateliers territoriaux beaucoup. Le cadre d'orientation stratégique, donc c'est un document pluriannuel sur 10 ans, celui-là, qui permet de se projeter plus loin sur la période pour connaître un petit peu les besoins, l'évolution des besoins à 10 ans, l'évolution des méthodes, des thérapies, des acteurs, des pathologies aussi, et qui permet en fait à l'Agence régionale de santé de se projeter sur un projet régional à la fois ambitieux et réaliste par rapport aux besoins et aux ressources. Donc, je le disais, une méthodologie assez classique de construction d'un diagnostic, une évaluation de ce qui s'est passé sur le PRS2 et de construction de données de santé aussi. L'idée, c'était de partir à la fois des consultations et de l'expression des besoins par les acteurs, et puis aussi de données qui objectivaient l'évolution des besoins en termes d'offres de santé, en termes de pathologie, d'indicateurs de santé, etc. Le cadre d'orientation stratégique, donc, il est construit vraiment sur la base de toute cette partie diagnostic et est structuré par 6 engagements que vous allez retrouver ensuite et qui structurent l'ensemble du PRS, donc assez traditionnel. Les 5 premiers engagements sont le prolongement du PRS2 et le 6e, c'est celui de l'attractivité qui ressort comme une problématique qui innerve, qui structure aujourd'hui toute la problématique sur la santé, puisqu'aujourd'hui on ne soigne pas le problème des effectifs est prégnant sur le domaine de la santé, et évidemment qu'on ne prend pas en charge les personnes, on n'accompagne pas les personnes, on ne soigne pas les personnes sans du personnel, sans des personnels qu'on arrive à recruter, à fidéliser, à former et à qui on peut proposer des conditions de travail décentes. Donc ces 6 engagements, vous allez les retrouver ensuite quand je vais vous présenter le schéma départemental. Le premier, c'est la prévention, dynamiser et adapter la prévention et la promotion de la santé aux âges clés et au milieu de la vie. Le deuxième, c'est accompagner chaque personne pour lui permettre d'être actrice de sa santé. Renforcer l'accès pour tous à une prise en charge adaptée à leurs besoins de santé sur l'ensemble des territoires. Renforcer la coordination des acteurs pour assurer la continuité des prises en charge. Promouvoir
et garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge et des accompagnements, soutenir l'attractivité des métiers de la santé. Donc, ce que j'ai déjà expliqué lors des dernières séances de présentation, c'est que ces 6 engagements, ils sont évidemment liés les uns aux autres. L'idée, c'est qu'il y ait une sorte de continuum dans la logique, dans la démarche. Évidemment, l'idée, c'est de proposer une prévention aux patients, aux personnes, aux citoyens, une manière de pouvoir prévenir, mais vaut prévenir que guérir, on le sait tous, identifier son besoin, donc être acteur de sa santé. Une fois qu'on a des moyens de prévention et qu'on a les moyens d'identifier son état aussi et qu'on connaît le bon recours à l'offre, eh bien, il faut ensuite avoir une offre de soins. Cette offre de soins, 4e engagement, elle doit être articulée, elle doit être coordonnée dans le cadre de parcours, elle doit être de qualité, 5e engagement, et 6e engagement, c'est ce que je disais, il innerve l'ensemble des 5 premiers engagements. J'en viens au schéma régional de santé en lui-même. Encore une fois, je vais très très vite, mais pour pouvoir vraiment discuter avec vous du cœur du sujet, qui est le schéma départemental, qui incarne véritablement la réalité du PRS sur les Hautes-Pyrénées. Ce schéma régional de santé donc, est structuré, je vous l'ai dit, par 6 engagements. Il se définit sur 26 défis prioritaires et qui sont déclinés en 109 objectifs opérationnels. Vous ne vous inquiétez pas, il n'y en a que 12 dans le schéma. Vous pourrez les voir s'afficher quand je déclinerai le schéma départemental en miroir en fait des défis départementaux. Nous affichons les défis régionaux et je vous propose de ne pas trop prendre le temps de les lire pour pouvoir passer plus de temps sur le schéma départemental. Voilà. Donc encore une fois, un schéma départemental construit sur une véritable méthodologie diagnostique, sur des données en santé, sur la concertation et l'évaluation des besoins par la population elle-même. 6 engagements. Ces 6 engagements qui structurent le PRS, que je viens de vous expliquer et de vous décrire, structurent le schéma également et sont découlés en plusieurs défis prioritaires ont été identifiés par engagement. Un ou plusieurs d'ailleurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail de longue haleine, très participatif, très collectif, avec énormément de séances de travail avec le CTS, souvent élargies. Donc dès juillet et octobre 2022, le CTS s'est réuni en atelier pour travailler sur le diagnostic. Le CNR en santé s'est réuni dans cette pièce même fin novembre 2022 pour accentuer en fait la définition des défis prioritaires sur le département. En mars, le CTS s'est réuni sur une journée complète pour élaborer le schéma sur la partie diagnostic et les objectifs opérationnels. Il a travaillé de façon plus poussée les 10 et 17 mai sur les autorisations de soins et il a conclu son travail le 17 juillet 2023. Et donc hier, le 27 septembre 2023, il a validé l'avis sur le projet final du PRS. On y va. Le schéma. Donc sur l'engagement 1, que je ne relirai pas pour pouvoir alléger la présentation, vous voyez sur la partie gauche, ouais, c'est ça, la partie gauche, les 5 défis prioritaires identifiés au niveau régional. Ça n'est pas parce qu'ils sont identifiés au niveau régional qu'ils ne seront pas travaillés évidemment au niveau départemental. De la même manière, c'est pas parce qu'on n'a pas identifié au niveau départemental un défi qu'il ne sera pas travaillé ni au niveau départemental ni au niveau régional, bien sûr. Je vous laisse les lire et je vous lis les 2 qui ont été retenus dans le cadre du schéma départemental. Donc, le défi 1, prendre en compte la santé environnementale dans les politiques de santé au titre d'une seule santé. Donc là, il a été décliné en un objectif opérationnel sur la prévention et promotion de la santé concernant les déterminants de santé environnementale. Le défi numéro 2, renforcer la visibilité, la lisibilité et l'attractivité des programmes et actions de prévention, de promotion de la santé et de santé environnementale. C'est un défi très large et en fait les acteurs ont énormément insisté sur le sujet de la visibilité, de la coordination, de la prévention. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti lors du CNR en santé notamment, puisque la prévention est considérée par beaucoup de personnes interrogées dans le département comme non visible et donc non effective. Et la demande qui est faite, c'est de la rendre plus lisible et surtout plus coordonnée, de permettre aux acteurs de la prévention de savoir ce que l'autre fait pour pouvoir le faire ensemble.
et aussi de développer l'aller vers, la proximité. C'est pour ça qu'on a déroulé en fait ce défi prioritaire. Le CTS a décidé de le décliner en un objectif opérationnel qui consiste en l'élaboration d'un programme départemental de prévention de proximité. Donc par exemple, il peut se décliner par le fait de développer le projet Préventim, qui est un camion de prévention globale intégré, qui est proposé à l'ensemble des acteurs du territoire et permet de proposer des actions de prévention très diversifiées, que ce soit l'action bucco-dentaire, les actions de prévention envers les femmes, envers les jeunes enfants, envers les aînés en particulier, ou même à terme de l'imagerie et le dépistage des cancers. Ce projet, il est développé vraiment en concertation avec l'ensemble des acteurs, et c'est vraiment la volonté du CTS et des acteurs qui ont écrit le schéma de travailler sur une prévention qui se fasse ensemble. De la même manière, cet objectif opérationnel, il se déroule par exemple, il se décline en termes d'action par le fait de participer, parce que l'ensemble des acteurs de la prévention participent à une gouvernance organisée par la CEPAM, pilotée par la CEPAM, puisqu'une convention a été signée cette année entre l'ensemble des acteurs de la prévention et qui permet vraiment de coordonner toutes les actions les unes entre les autres. Si je vais sur le deuxième engagement, donc il y a des défis identifiés au niveau régional. Vous voyez par exemple, il y en a un, le dernier, le numérique en santé, il est identifié au niveau régional. Évidemment qu'on développe des outils numériques sur le département, mais c'est une action vraiment pilotée au niveau régional puisqu'elle emporte des moyens et un besoin de coordination important qui se pilote vraiment au niveau régional. Le département a identifié le défi numéro 1, renforcer le pouvoir d'agir des personnes et leur connaissance du système de santé. Ce défi, il se décline en 2 objectifs opérationnels. Donc, développer l'éducation au bon usage de l'offre de soins et améliorer la connaissance des gestes de premier secours. Et rendre lisible l'offre de premier recours relative aux soins urgents et non programmés par une communication régulière adaptée sur les différents niveaux de réponse et sur le bon recours, usage des services. En clair, plusieurs actions ont été proposées par les membres qui ont travaillé sur cet atelier. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à travailler sur l'éducation à la santé, alors ça, c'est très lié à la prévention aussi, sur le fait de permettre aux acteurs de pouvoir faire le choix aussi de leur santé. On verra dans le 3e engagement que pour faire le choix, il faut aussi avoir le choix de l'offre, ça on est bien d'accord, mais il faut aussi avoir les compétences psychosociales aussi. Donc il y a un vrai travail d'éducation à la santé et de communication sur le bon usage aux soins aussi, et aussi la formation aux gestes de premier secours. Sur le 3e engagement, 5 défis ont été identifiés au niveau régional. Le défi qui a été retenu sur le département, c'est le développement et la structuration d'une offre de soins non programmée alternative des urgences. C'est vraiment la problématique qui a été remontée de façon très intense, j'ai envie de dire, et en tout cas poussée par les acteurs que l'on a interrogés sur le territoire, puisque ce qui remonte vraiment, c'est cette difficulté d'accès aux soins et d'accès aux soins non programmés et urgents. Et c'est là-dessus qu'a été vraiment identifiée la priorité du département par les acteurs, parce qu'on peut parler de tout, d'être acteur de sa santé, de la qualité, etc. Mais en premier lieu, c'est un peu le principe de la pyramide de Maslow, de la pyramide des besoins. On regarde le premier besoin de base et on regarde s'il est satisfait pour regarder ensuite les autres. Et les acteurs du département, les patients, les citoyens, les usagers considèrent qu'aujourd'hui ils n'ont pas cet accès de premier recours assez essentiel. Mon enfant a de la fièvre, j'ai de la fièvre, je me suis fait mal, je me suis blessée, j'ai besoin d'avoir recours à une consultation qui doit être faite rapidement, qui ne relève peut-être pas des soins urgents, mais je ne sais pas vers qui je vais, je n'ai plus de médecin traitant, ou mon médecin traitant est débordé, comment je fais? Donc voilà, c'est vraiment un besoin identifié de façon très très forte. Et les acteurs sur le territoire s'étaient déjà réunis dans le cadre du CTS pour essayer de répondre à cette problématique-là, fin 2021. Des actions avaient déjà été proposées et le fait de pouvoir proposer ces consultations, ces concertations, ce travail collectif a permis d'avancer encore plus les choses. Aujourd'hui, je vais dérouler de façon précise les 2 objectifs opérationnels qui sont déclinés dans le cadre de ce défi. Mais en tout cas, on peut d'ores et déjà dire qu'un des premiers projets qui répond à ce besoin-là
va être mis en œuvre à partir de novembre 2023. C'est un centre de soins non programmés sur Tarbes pour pouvoir désengorger les urgences et répondre aux besoins de consultation de soins non programmés. Donc, je le disais, 2 objectifs opérationnels identifiés par les acteurs et travaillés par les acteurs, avec toujours des actions concrètes proposées, qui seront, je ne l'ai pas bien précisé, parce que j'ai vraiment fait le choix de faire une impasse sur la méthodologie, mais tout ça n'est pas juste du papier en l'air, ça n'est pas une pure démarche administrative. L'idée, c'est que l'ensemble de ces objectifs opérationnels qui ont déjà été travaillés par les acteurs soient déclinés en un programme d'action précis et suivis par le CTS de façon régulière. Et du coup, les engagements soient suivis des faits et des actions. Donc le premier objectif, structurer une offre complémentaire de soins non programmés en s'appuyant sur les structures. Je vous l'ai dit, on a avancé ensemble. Bien sûr, il reste du travail à faire. Déjà, il faut l'ouvrir ce centre. Et puis ensuite, il faut le coordonner avec le reste. Il faut en développer d'autres. Il faut lui permettre une régulation. Il faut permettre de développer des transports autour. Donc voilà, on ne s'arrête pas là. Mais en tout cas, les besoins ont bien été pointés. Et il y a vraiment un engagement pour essayer de répondre à cela. Le deuxième objectif, c'est déployer le service d'accès aux soins et renforcer la régulation de la demande de soins non programmés. Ce qu'on appelle la régulation, c'est la personne qui répond au téléphone quand vous appelez et qui identifie votre besoin, qui fait entre guillemets le tri, qui vous oriente en fonction de votre besoin. Vous appelez le 15, est-ce que je relève d'une urgence vitale, de l'aide médicale d'urgence? Auquel cas, il vous oriente vers un médecin de l'urgence, ou est-ce que je relève plus de la médecine de ville? Auquel cas, il vous oriente vers la régulation médicale. Et ça permet en fait de donner soit un conseil médical, soit donner une orientation, soit d'envoyer un vecteur, c'est-à-dire une ambulance, pour aller vous chercher et ensuite vous faire hospitaliser, éventuellement. Donc il y a vraiment une orientation, une décision qui est faite sur votre situation, une analyse de votre situation, c'est ça la régulation. Et l'idée aujourd'hui, l'idée nationale, le cadrage national du président de la République, c'est d'organiser quoi ? C'est de répondre à la pénurie médicale aussi en structurant mieux le système médical, d'une part en le coordonnant mieux et d'autre part en organisant cette régulation pour qu'on puisse orienter bien les personnes, on parle toujours du bon recours, éventuellement leur donner un conseil médical, leur dire d'aller aux urgences ou plutôt leur dire d'aller vers des centres de soins non programmés. Donc voilà, on ne peut pas travailler sur une offre de soins non programmés si en face on ne travaille pas sur une régulation. Il faut que les deux, si vous voulez, c'est un peu deux jambes d'une même démarche en fait. Et donc nous, on est en train de créer un effecteur de soins non programmés sur Tarbes. Il fallait qu'en face, il y ait un régulateur, quelqu'un qui puisse répondre à l'ensemble de la population sur son besoin de soins non programmés. Donc il y aura à terme un numéro de téléphone. Et les personnes qui ont besoin d'une consultation, qui ont un besoin de soins non programmés, appelleront. Il y aura une régulation et une offre, un rendez-vous qui sera pris de soins non programmés. Ça, c'est le SAS, c'est le service d'accès aux soins non programmés, d'accès aux soins, pardon. Et c'est un dispositif qui doit être généralisé sur toute la France d'ici fin 2024. Et c'est en train d'être le cas avec l'ensemble des acteurs sur le département. Quatrième engagement. 4 défis identifiés au niveau régional, 2 sur le département. Donc le premier, c'est garantir le continuum des prises en charge et des accompagnements entre la ville, l'hôpital et le secteur médico-social. Il est décliné en 2 objectifs. Donc, conforter l'articulation entre les exercices coordonnés et la prise en charge hospitalière. Et le deuxième, préserver et conforter une réponse de proximité dans tout le département dans la perspective de la future recomposition hospitalière. Je poursuis. Alors, je précise tout de même que l'idée ici, sur cet objectif-là, c'est de permettre aux acteurs de santé, mais pas que, les usagers aussi, les membres du CTS, les élus aussi, dans le cadre du CTS, de pouvoir s'organiser aussi, travailler sur une organisation dans le cadre de la recomposition hospitalière, travailler sur des filières, travailler sur les parcours, travailler sur l'articulation entre les acteurs. L'idée, c'est pas de coller un nouvel hôpital sans travailler sur le parcours, sur ce que ça signifie, par exemple, sur l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap, sur les soins palliatifs, sur les personnes âgées, sur les affections longue durée, sur les insuffisances rénales chroniques. Il y a un ensemble d'acteurs autour de ça. Il y a la ville, le secteur médico-social, et on ne plaque pas un nouvel acteur sans travailler sur son écosystème
Et c'est pas l'écosystème qui s'adapte, c'est vraiment une construction collective et de ce que l'on veut faire et comment on veut faire les choses. Et les acteurs ont vraiment compris ça. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de filières où l'idée, c'est vraiment de dire, voilà comment on veut faire. Est-ce qu'on veut faire des équipes mobiles? Est-ce qu'on veut faire en addictologie, créons un nouvel hôpital de jour? Comment on veut travailler sur notre filière de soins palliatifs qui aujourd'hui doit être clairement améliorée? Comment on veut travailler sur les parcours avec l'ensemble des acteurs de façon à ce que les patients bénéficient d'une réelle prise en charge hospitalière de ville médico-sociale, mais articulée aussi. Le deuxième défi identifié dans le cadre de cet engagement, c'est améliorer les pratiques et les rôles dans une logique de parcours. Alors, en fait, c'est un défi un peu large. C'est un défi qui concerne particulièrement la santé mentale dans le cadre du département. L'objectif opérationnel, pour être un peu plus clair, c'est prévenir les ruptures de parcours dans le champ de la santé mentale. L'ensemble des acteurs concernés, interrogés, soulignent que la santé mentale, c'est une problématique cruciale dans le département. On a évidemment le centre hospitalier de Lannemezan. On a une population qui, aujourd'hui, a des difficultés d'accès aux soins, ne serait-ce que parce qu'en termes de densité médicale sur les psychiatres, on est clairement sous-doté. Et aussi parce que le centre hospitalier draine aussi une certaine population. Et donc, du coup, il y a un vrai travail à faire sur les prises en charge, sur les parcours, encore une fois. Du coup, ce besoin prioritaire identifié bien en amont, parce que lorsqu'on avait fait un CTS sur le Ségur, donc c'était déjà en 2021, le CTS avait déjà identifié ce besoin prégnant sur le territoire et l'idée de devoir travailler de façon renforcée sur cette problématique et de renforcer le collectif des acteurs sur cette problématique. Du coup, il y a vraiment ce travail collectif sur cette fiche objectif opérationnel et en parallèle, il y a une démarche dont je n'ai pas parlé tout à l'heure en termes de méthodologie, c'est le fait que, au-delà de la consultation dont j'ai beaucoup parlé là avec les CTS, le directeur général de l'ARS a souhaité aller vers les citoyens pour les interroger sur leur santé. Ça, c'est ce qu'il a appelé la fabrique citoyenne. Ça s'est concrétisé d'une part par une plateforme numérique où les personnes ont pu répondre. 8500 personnes ont répondu en région Occitanie sur leur santé, mais aussi par des ateliers citoyens qui se sont organisés dans tous les départements. Et dans le département des Hautes-Pyrénées, le choix a été fait d'aller chercher des patients qui souffraient de troubles psychiques et qui souhaitaient s'exprimer sur leur santé. Cela a donné donc un atelier organisé le 4 avril à l'hôpital de Lannemezan et les besoins, les propositions les propositions et projets de cet atelier ont été intégrés dans le schéma directement. Le cinquième engagement, promouvoir, je ne vais pas le redire, mais globalement c'est la sécurité et la qualité des prises en charge. C'est 4 défis au niveau régional. Sur la partie départementale, c'est un défi. Anticiper, se préparer et gérer les situations sanitaires exceptionnelles. L'objectif opérationnel travaillé par les acteurs du territoire, c'est structurer l'interopérabilité du système de santé en milieu sanitaire, en situation sanitaire exceptionnelle, en s'appuyant sur le droit existant. Là, ce sont des acteurs dont certains avaient travaillé sur la crise sanitaire Covid et qui ont dit que même si toutes les situations sanitaires ne se ressemblaient pas, finalement, ce que l'on retrouvait dans toutes les situations sanitaires aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'était une certaine difficulté à travailler ensemble, à avoir les mêmes outils, à parler le même langage. Et donc du coup, d'où cette notion d'interopérabilité dont ils ont vraiment souhaité décliner en actions concrètes, travailler sur des répertoires communs, travailler sur des listings communs, sur des outils communs pour pouvoir, en situation sanitaire exceptionnelle, s'organiser et coopérer. Et enfin, le 6e, l'attractivité, dont je vous ai parlé déjà. 4 défis retenus au niveau régional. Et sur le département, le défi retenu, c'est soutenir le recrutement, l'installation et l'activité des professionnels dans les territoires. Il se décline en 2 objectifs opérationnels. Soutenir et développer les initiatives pour faciliter les recrutements des personnels en établissements médico-sociaux. Donc clairement, le choix du département, c'est vraiment de travailler sur la situation des établissements médico-sociaux qui sont particulièrement en difficulté sur le sujet de l'attractivité et aider vraiment à renforcer le recrutement, renforcer les filières, renforcer la formation, trouver des idées pour pouvoir capter, fidéliser les professionnels et améliorer leurs conditions de travail. Le deuxième objectif opérationnel est donc le dernier, poursuivre les actions coordonnées sur les territoires pour améliorer l'attractivité et faciliter le quotidien des professionnels. C'est un peu le même que sur le secteur médico-social, mais beaucoup plus largement sur le territoire.
c'est en fait concrètement poursuivre les actions, approfondir les actions déjà menées, notamment par le projet Happy Santé, pour aller vraiment aider, accompagner les professionnels de santé à s'installer sur le territoire, trouver les meilleures conditions de travail pour eux et de fait travailler sur le renforcement du système de soins. J'avais fait une slide, est-ce que j'ai un peu le temps? Je ne sais pas si j'ai quelques minutes encore. J'ai fini la description. Non? Bon. J'ai l'air d'avoir un tout petit peu. 5 minutes, c'est parfait. Je voulais quand même revenir rapidement sur les autorisations de soins parce que c'est en fait un sujet très important pour les acteurs. Évidemment, c'est ultra structurant. Il y a eu un vrai travail du CTS pour comprendre, aller très très loin dans la technicité pour pouvoir demander des autorisations, construire des projets, accompagner les projets du territoire et faire en sorte que ce cadrage en termes d'autorisation, qui d'habitude est quand même très technique et vraiment fait en chambre au niveau régional, vraiment là, il répond aux besoins du territoire sur plusieurs années. Donc il y a eu vraiment eu énormément d'itérations entre nous-mêmes, notre niveau régional et les membres du CTS pour vraiment s'assurer que l'ensemble des acteurs se retrouvent dans ces autorisations, dans ce cadrage en termes d'implantation et puissent y retrouver à la fois son offre actuelle et ses projets. Donc très très vite, on a résumé finalement, même si c'est très technique, ce qui ressort du schéma territorial. Sur la médecine, la cible intègre l'offre actuelle plus 2 cibles supplémentaires qui sont les futurs hôpitaux de proximité Tarbes-Lourdes, donc l'Aigues-Roth et la Bastide. Sur la chirurgie, on maintient l'existant également sur l'adulte et on ouvre la possibilité d'un développement sur la chirurgie pédiatrique. Sur les soins critiques, il y a un maintien de l'existant sur l'offre de réanimation et de soins intensifs, y compris sur les unités de soins continus, mais avec une réforme des autorisations, elles n'apparaissent plus de la même manière, mais elles sont maintenues tout de même. Sur les équipements matériels lourds, à la demande du CTS, 2 sites supplémentaires ont été autorisés, seront autorisés dans le cadre de ce PRS. Oui, alors c'est vrai que comme je vais vite, je vais très vite, mais sur les équipements matériels lourds, c'est scanner et IRM, donc voilà. Sur le cancer, la cible maintient l'offre existante en prenant en compte l'activité actuelle et ouvre la possibilité de développer la chirurgie oncologique mammaire. Le CTS a demandé que soit portée une ambition supplémentaire sur le développement de certaines chirurgies oncologiques, à voir si ça pourra être pris en compte par le directeur général de l'ARS, pourquoi pas sous forme d'avenant du PRS. Au niveau de la médecine d'urgence, la cible maintient l'offre existante. Sur les soins psychiatriques également, mais elle intègre en plus la réforme des autorisations qui était assez lourde. L'hospitalisation à domicile, on a en fait un maintien de l'existant sur l'autorisation socle à la demande des acteurs eux-mêmes. En fait, le niveau régional avait proposé une cible supplémentaire pour renforcer l'offre et le CTS et les acteurs du territoire eux-mêmes ont dit qu'en fait, on fragiliserait l'acteur lui-même en mettant en place une concurrence vu la difficulté de recrutement. Donc en fait, l'idée c'est plutôt de renforcer l'opérateur actuel pour développer l'hospitalisation à domicile. Et 3 mentions supplémentaires sont ouvertes, le postpartum, les 0-3 ans et la réadaptation. Concernant la médecine nucléaire, il y a un nouveau cadre d'autorisation qui permet le développement d'un projet de TEPSCAN par le détenteur de l'autorisation de médecine nucléaire actuelle, sur la mention diagnostic. Concernant l'insuffisance rénale chronique, on est sur l'offre actuelle avec un renforcement de l'offre avec 2 unités de dialyse médicalisée supplémentaires et le développement de l'offre à domicile. Sur la gynécologie obstétrique, nous n'avons pas pas d'évolution. Sur les unités de soins longue durée, non plus. Sur la cardiologie interventionnelle, les cibles intègrent l'objectif de maintien de l'activité en fonction de l'atteinte des seuils. La radiologie interventionnelle, les cibles visent à renforcer l'activité sur les mentions A et B, donc en fait c'est les mentions les moins spécialisées. Et sur une cible spécialisée qui a la mention C, il y a un développement possible si les établissements de santé arrivent à développer leur activité. Sur les soins de suite et réadaptation, qui s'appellent désormais soins médicaux et réadaptation, il y a une possibilité de développement de l'offre avec le développement des mentions cardiovasculaires, pneumologie et métabolique. Sur l'assistance médicale à la procréation, la cible maintient l'offre existante. Et sur le diagnostic prénatal, la cible permet une activité supplémentaire.
J'en ai fini, je ne vous présente pas le PRAPS, même si je pense que c'est très intéressant, mais j'ai essayé de vous présenter vraiment la substantifique moelle du PRS sur les Hautes-Pyrénées. Écoutez, moi je vais vous féliciter, parce que on avait dit une demi-heure, ça fait pile une demi-heure. Et d'après les informations que j'ai, la présentation au conseil départemental a été un peu plus longue, puisqu'elle a duré entre 3 et 4 heures, d'après ce qu'on m'a dit. Vraiment, je vous félicite pour avoir réussi à synthétiser comme vous l'avez fait. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Mordelet? Je vais vous dire quelle va être la suite de la discussion sur ce sujet. Madame Mordelet vient de présenter rapidement le projet régional de santé et vous allez pouvoir lui poser des questions. Quand la séquence questions-réponses se sera déroulée, nous aviserons comment la suite va s'opérer. Plusieurs solutions. Madame Louradou, qui le souhaitera, présentera une motion et elle m'a demandé qu'à la suite de cette motion, la délibération soit votée à bulletin secret. Et donc, quand Madame Louradou aura présenté sa motion, s'il y a des discussions qui vont avoir lieu, je soumettrai ensuite à l'Assemblée la décision de voter ou non à bulletin secret. Nous sommes 97. S'il y a 33 conseillers communautaires qui sont favorables au vote à bulletin secret, la délibération sera votée à bulletin secret. Et s'il y a moins, elle sera votée normale. Et ensuite, après le vote, nous passerons au point suivant de l'ordre du jour.